Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons aborder un thème autour de la chaleur et l'altitude. Que faut-il privilégier pour augmenter ses performances ? Pour en parler, nous avons aujourd'hui à nouveau notre coach préféré, Loïc. Bienvenue Loïc sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous partager ? Qu'est-ce que tu peux nous dire en introduction de cet épisode ? C'est vrai que certains préfèrent la chaleur, d'autres préfèrent la fraîcheur qu'apporte justement l'altitude. Certains partent en stage sur des îles ensoleillées, d'autres préfèrent aligner les sommets sur Strava. Selon toi, en introduction de cet épisode, quelle est la bonne stratégie pour améliorer sa performance ? Alors, vous allez voir au fil du discours qu'il n'y a pas forcément une stratégie meilleure que l'autre. Parce que chacune est différent et amène des adaptations différentes. En tout cas, les deux ont le même objectif. C'est de s'adapter à un stress pour faire progresser le corps. Ce qu'on appelle le principe d'Hormèse. C'est-à-dire que on va appliquer un stress à notre organisme, à nos cellules, et notre organisme, le vivant est bien fait, et il s'adapte à ce stress, et ainsi on se renforce et on devient plus fort. Et l'objectif de l'exposition à la chaleur, à l'altitude, c'est de devenir plus fort, de se renforcer, de s'adapter. Alors c'est vrai qu'à la fois la chaleur et l'altitude peuvent entraîner des adaptations physiologiques qui peuvent justement potentiellement améliorer les performances, mais elles agissent de manière différente sur l'organisme. Alors comment mettre en pratique ces différents protocoles d'entraînement soit à la chaleur, soit à l'altitude ? Alors l'exposition à l'altitude, c'est une méthode qui est la plus connue et la plus ancienne. La chaleur, c'est depuis très peu qu'on commence à la mettre en place dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, mais aussi amateur maintenant. Avant, on privilégiait l'altitude. L'altitude, comment on fait ? Donc, il y a deux façons. En milieu naturel. Donc là, l'objectif, c'est d'aller s'exposer à l'altitude. Alors, tous les protocoles vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'il faut résider en altitude pour avoir un effet. Avec un minimum de jours, je crois, c'est ça. D'heures. Oui, c'est ça, exactement. Donc l'objectif, c'est d'être dans un environnement où il y a 15 ou 16% d'oxygène dans l'air. Ce qui correspondra à une altitude à peu près de 2000 mètres, à peu près de 1000 mètres. 2100. À 3000 mètres, t'es à 14. Tu veux dire 2100 mètres. Ouais, 2100 mètres d'altitude. Ça, c'est intéressant parce que, pour une anecdote personnelle, dans l'ultra-distance, je me souviens très bien aux États-Unis, quand je discutais avec des équipiers, justement, eux, leur conseil, c'était que leurs sportifs, le cycliste qui était en train de faire cette épreuve longue distance, ne dorment pas au-dessus de 1800 mètres. Parce que sinon, effectivement, ils avaient, d'après des études, remarqué que le corps ne récupérait pas au-dessus de 1800 mètres parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'oxygène, effectivement. Alors voilà, donc c'est pour ça qu'il y a deux protocoles. Il y a ce qu'on appelle live high, train low, donc c'est dormir en altitude, s'entraîner en pleine. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qui est privilégié par le milieu professionnel, notamment parce que sur la durée, parce qu'en fait, pour qu'il y ait un effet, vous allez voir, il faut qu'il y ait une durée assez longue, au moins de 3 semaines, pour que les effets soient faits. C'est pas en faisant une petite semaine de montagne qu'on va avoir des effets. Tu vas te sentir bien, mais tu n'auras pas des effets, effectivement. Non, mais physiologiquement, il se passera rien. Voilà. Ou alors s'entraîner dormir en altitude et s'entraîner en altitude. Donc là, c'est ce que tu disais, et là c'est vrai que c'est plus compliqué parce que ça engendre des déficits de récupération. Et aujourd'hui, on a des protocoles qui vont alterner, et j'expliquerai tout à l'heure, le stage en altitude, puis après on va faire des périodes en plaine pour revenir en stage en altitude, et on essaye de s'entraîner comme ça c'est possible. L'avantage d'être en milieu naturel, c'est qu'on s'acclimate en dormant, donc ça c'est bien. Et en même temps, on a une hypoxie qui est garantie. Voilà. Après, vous avez aussi un milieu artificiel. Et aujourd'hui, c'est un peu à la mode, je sais pas si t'as entendu, je crois que c'est à Gandia, ou à Denia, en Espagne, au sud d'Espagne, où il y a un hôtel. Ils ont des chambres voilà, où il y a un hôtel avec des chambres hypoxiques, où Pogacar ou Van Der Poel vont chaque hiver pour s'entraîner. Donc là, l'avantage de la chambre hypoxique, c'est qu'on maîtrise le niveau. Donc en fait, en fonction du ressenti de la personne, on peut diminuer la simulation d'altitude ou l'augmenter.
Mais par contre, c'est l'inconvénient, c'est que tu te retrouves avec un taux de CO2 un peu plus important et tu t'es plus sujet aux maux de tête que l'altitude lui-même. Mais enfin, en tout cas, c'est intéressant parce que du coup, tu peux moduler. Et c'est-à-dire qu'il faudra le répéter, c'est des séquences que tu fais d'1h30, 2 heures par jour pour 12 heures minimum. Il faut dormir dans la chambre. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois dans la chambre. Tu peux, ok. voilà, dans la chambre, tu peux aussi t'entraîner. Bien sûr, mais tu vois, et l'avantage de la chambre, c'est que tu peux choisir en fonction de comment tu te sens. Est-ce que je vais m'entraîner aussi ou est-ce que je vais carrément aller dehors et faire que dormir. Donc ça, c'est bien. Pour la chaleur, c'est pareil. Tu as un milieu naturel. Donc là, l'exposition de la chaleur, la différence avec l'altitude, c'est que tu dois le faire sur l'activité physique de façon prioritaire et pas en dormant parce qu'en fait c'est très. Alors par contre là, dormir sous 40 degrés, enfin tout le monde l'a fait. Il y a pas d'adaptation puisque de toute façon tu récupères pas et tu dors pas. Donc ça il faut pas le faire. Après, en milieu naturel, ça dépend de la météo, ça c'est aussi un des inconvénients. Et dans les milieux artificiels aujourd'hui, alors je sais pas si vous avez vu, par exemple l'équipe de France de triathlon pour Tokyo, les Jeux Olympiques de Tokyo ont beaucoup entraîné en milieu artificiel à simuler la chaleur, et notamment le taux d'humidité. C'était pour reproduire un peu les conditions qu'il y a à avoir très humide, très chaude et très humide pendant la course, mais aussi pour améliorer les performances. Donc là, tu t'entraînes dans une pièce chauffée. Ok. Et ça, tout le monde peut le faire parce que l'endroit le plus chauffé dans la maison, c'est la salle de bain. Et tu peux alterner avec des bains chauds ou des saunas. Et donc là, la salle de bain, elle est parfaite. Alors si t'as une baignoire, c'est encore mieux. C'est ce qu'avait fait notre champion de VTT, effectivement. Voilà, c'est ça. Et tu peux, et puis tu permets de pouvoir organiser ton entraînement aussi comme ça. Et pour les gens qui font du triathlon longue distance, les professionnels qui préparent le championnat du monde à Hawaï, pareil, s'entraînent souvent dans des conditions comme ça pour s'adapter aux conditions, mais aussi permettre à l'organisme de développer des adaptations et d'améliorer leur performance. Alors tu on parle d'altitude, de privation d'oxygène. Alors c'est pas une question piège que je vais te poser, Loïc, mais moi j'habite sur Lyon et j'ai dernièrement vu un bar à oxygène qui a ouvert. Alors à l'inverse, ma question c'est pour bien récupérer après un effort, est-ce qu'un apport important d'oxygène pur permettrait de mieux récupérer ? Si tes cellules sont pas capables de les synthétiser à la valeur que tu lui apportes, pas forcément. Parce que ça avait été, tu vois, je me suis fait cette réflexion, c'est-à-dire qu'en récup, est-ce qu'apporter un oxygène pur et de manière intensive sur une séquence de 10 minutes permettrait de mieux récupérer ? Non, pas pour moi. Alors par contre, ça peut avoir un effet une sensation de bien-être sur le moment. Mais en fait, pour un sportif, ça apportera pas quelque chose d'important. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment de ta capacité à l'utiliser, l'oxygène. Si par exemple tu as un réseau de mitochondries trop restreint, tu peux apporter autant d'oxygène que tu veux et à un moment donné il y en aura trop. C'est la seule chose qu'il y aura. Non, voilà, j'avais juste cette petite parenthèse à faire et c'est Jordan Sarrou qui s'était entraîné justement pour c'est ça. Pour les Jeux Olympiques dans sa salle de bain chauffée et humide. Donc là tu nous expliquais, on a fait le point sur qu'est-ce qu'était comment tu mettais en place, comment tu matérialisais cet entraînement, que ce soit en altitude ou à la chaleur, la mise en place des protocoles, mais quels sont les effets sur le corps, quels sont les avantages et les inconvénients de l'altitude mais de la chaleur? Alors, de l'altitude, ils sont nombreux, notamment l'augmentation de l'EPO. Ah oui, parce que l'EPO est une hormone naturelle. Naturelle, effectivement, voilà, produite par les reins. Effectivement. Exactement. Et donc, ça permet de l'augmenter, l'EPO dans notre organisme, et donc d'augmenter la production de globules rouges, parce que c'est l'hormone qui permet la production de globules rouges. Et le rôle des globules rouges, Loïc? Transporter l'oxygène. Donc en fait, si on doit reprendre un petit peu le passé sulfureux du cyclisme, c'est quand on a utilisé cette hormone synthétique qu'on utilisait dans le cadre médical pour des gens qui avaient des problèmes de production de globules rouges, on a augmenté artificiellement donc les capacités du cycliste parce que le PO qu'on injectait permettait de dépasser des taux de globules rouges au-delà de ce que l'être humain peut faire. Et donc l'altitude, ça reproduit ce schéma-là. Ça permet aussi, et ça on n'en parle pas souvent, d'augmenter le pouvoir tampon des bicarbonates. Donc les bicarbonates, tu connais Arnaud, puisque oui. Il y a une nouvelle marque de nutrition. Exact, j'ai testé ça. Vient de sortir ça. À quoi servent les bicarbonates? Ça sert à améliorer l'acidité cellulaire. Ouais, c'est ça. Et donc permet de faire des efforts intenses plus longtemps.
C'est ça. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Ce que j'ai connu. Et donc, le travail en altitude permet ça. Voilà, exactement. Ça permet aussi d'améliorer l'oxygénation cérébrale. Et ça peut être intéressant pour garder la lucidité et tout ce qui est dans les aspects cognitifs. Ça permet l'amélioration de l'évacuation du CO2. Ça permet aussi des choses un peu plus néfastes, notamment ça augmente les notions de radicaux libres, donc le stress oxydatif. Exact. Et ça, c'est la limite de l'exposition à l'altitude, c'est vraiment la limite, parce que chacun va répondre différemment en fonction de son terrain déjà initial. Et en même temps, ça permet, ça diminue la capacité de récupération. Donc ça reprend ce que tu disais. Ouais, ça va être dans les inconvénients effectivement de l'altitude. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages à l'altitude que ce que tu viens de citer avant qu'on passe sur les avantages de la chaleur qui m'intéressent, parce que surtout si c'est une nouvelle technique, on va dire. Sur l'altitude, on a fait le tour des avantages. Ah bah l'avantage numéro 1, c'est que ça augmente ta VO2 max. Voilà. Complètement. C'est le but des deux méthodes, c'est d'augmenter ta VO2 la valeur mais VO2 alors, max. Comment la chaleur peut augmenter la VO2 max? Ah ben là c'est pas. Alors là le processus est un peu différent. Donc pour l'altitude, ça va être au niveau donc des globules rouges. Là pour la chaleur, c'est vraiment au niveau. Ça permet ce qu'on appelle d'augmenter le volume du plasma sanguin. Donc ce qui va entraîner une diminution de la fréquence cardiaque à l'effort. D'accord, donc une amélioration du rendement. C'est-à-dire que tu pourras plus aller chercher tes hautes intensités. Non, c'est-à-dire que pour le même niveau d'effort, tu as besoin ton cœur bat moins fort. Ok. D'accord. Donc ça améliore. Donc c'est-à-dire que tu peux aller plus loin justement. Donc ça améliore la notion de VO2 max et ça améliore aussi la phénomène d'hydratation du corps. Donc ça, mais quand on parle de chaleur, Loïc, c'est quoi? C'est faut aller chercher des températures à 30 degrés, 35 degrés, 35, 25, 35, c'est ça, 35 exactement. Ça permet d'améliorer la dilatation de la peau et diminuer le stress cellulaire, à l'inverse de l'altitude, et ça permet d'améliorer la sudation. C'est-à-dire qu'on va améliorer le rendement de ce phénomène-là et donc de consommer moins d'énergie pour réguler sa température. Et ça, c'est très important, parce que l'énergie que tu vas pas utiliser pour ça, tu vas l'utiliser pour autre chose. Et dans ce que tu dis, moi je me dis, mais en fait l'idéal, moi je suis aujourd'hui coureur professionnel, je veux optimiser ma performance, je combine les deux, parce que dans les avantages que tu donnes, si tu combines les deux, t'es un super champion en fait. Alors, je vais y venir, mais déjà dans la mise en place de tout ça, on a des données scientifiques. Aujourd'hui, par exemple, un protocole de 3 à 4 semaines où tu vis en altitude et tu t'entraînes en plaine. Donc tu dors au moins 12 heures en altitude, au-dessus de 2200 mètres, et tu t'entraînes en plaine. Et ce qui permet de sous la chaleur. Non, là je te parle pas forcément. C'est pour te donner la comparaison déjà. Et après je vais t'expliquer. Donc là tu vas avoir des gains possibles de 4% de VO2 max. Et il faut savoir que là, dans les études, on sait que c'est 70% des gens qui font ce protocole-là ont des gains. Et 30% non. Ce que j'expliquais, du fait des phénomènes négatifs, il y a chez certaines personnes, ça répond pas et ça répond négativement. Et donc les gens perdent de la performance. Ça, c'est important. Tu as aussi un autre protocole qui marche encore mieux et qui est très utilisé par les professionnels et notamment ceux qui vont à Tenerife. C'est donc 3 semaines en altitude. Donc ils restent en altitude pratiquement tout le temps. Ils s'entraînent et vivent en altitude. Ils vont 2 semaines en plaine. Et il répète ça 3 fois. Et là, le gain, il peut monter jusqu'à 5%. Donc ça, c'est important. Au niveau de la chaleur, donc là, les protocoles, celui qui est le plus performant, c'est pareil, c'est sur une durée longue, 3 à 4 semaines, où là, tu vas t'exposer au moins 4 jours dans la semaine, 2 fois par jour, à de la chaleur, sous 2 formes, à l'entraînement, basse intensité, 35 degrés, et bain chaud, sauna, le soir, entre 30 et 40 minutes. Là, tu peux avoir des gains assez importants sur une durée longue, jusqu'à 7%. Mais la différence avec l'altitude, c'est que le taux de réponse est moindre que pour l'exposition à l'altitude. C'est-à-dire qu'en fait, chez certaines personnes, il se passe rien. C'est pas négatif, il se passe rien. Voilà. Qu'est-ce que nous a appris les dernières études? Parce que tout ça, c'est récent, et surtout la combinaison des deux. Donc on s'est aperçu d'une chose, c'est que de combiner les deux ne changeait rien. C'est-à-dire ne change rien. C'est-à-dire qu'en fait, t'aurais pas plus de gains. T'as pas plus de gains. Voilà. Et en plus, on s'est aperçu que l'exposition à la chaleur permettait par contre de mieux supporter l'altitude. Alors tu sais, les gens qui ont du mal à supporter l'altitude, alors que tu peux pas aller en stage en altitude, tu peux préparer ton corps à l'altitude grâce à ces techniques d'exposition à la chaleur. Donc on a beaucoup parlé des avantages, mais s'il y avait des inconvénients.
Par exemple, est-ce qu'il y a des inconvénients à s'entraîner sous la chaleur? Est-ce qu'il y a des inconvénients à aller s'entraîner en altitude? Alors pour la chaleur, les inconvénients, il y en a moindre que pour l'altitude. L'inconvénient numéro 1 pour l'altitude, c'est la difficulté à récupérer. C'est donc la répartition de la charge qui va être différente et qui est vraiment individuelle. C'est le risque que ça fonctionne pas et que au contraire que ça t'empêche de performer et ça t'entraîne une régression. Le désavantage, c'est aussi le temps d'action. C'est-à-dire qu'en fait, en altitude, aujourd'hui, tu as 2 fenêtres. Soit tout de suite après le stage, où là, tu vas fonctionner pendant 2, 3, 4 jours et tu vas être en forme. Mais après, entre 5 et 10 jours, tu as une espèce de période où le corps il va mettre en place des choses où là, tu marches plus du tout. Et donc, en fait, tu peux pas être performant sur cette période-là. Et après, par contre, tu vas avoir une fenêtre de 10 à 3 semaines. Mais au-delà de 3 semaines, il n'y a plus d'effet. Ça, c'est important aussi. Dans les 2 protocoles, au bout de 3 semaines, il n'y a plus d'effet. Ça veut dire que quelqu'un qui prépare un grand tour, par exemple, quel protocole il devrait mettre en place? Qui dure 3 semaines? Eh ben, ils vont préparer ça sur 3 semaines. Ouais, mais, à mon avis, ils font même des cycles. Ils font 2 ou 3 fois 3 semaines sur différents blocs avec 2 semaines entre. Et ce qu'ils vont faire, ils vont vraiment sortir de l'altitude quelques jours avant le départ du tour, ou même non, mais que je dis des bêtises. Ils vont sûrement sur l'altitude, ils vont sûrement faire ça donc 10 jours avant le départ du tour. Voilà, pour pas être dans la fenêtre, être tranquille. Et les effets, par contre, seront au début. Après, voilà, c'est aussi, il faut penser ça sur du long terme, parce que là, tu penses que sur un événement, mais sur le long terme, t'entraînes ton corps, parce qu'il faut savoir que, par contre, il y a une réacclimatation qui est bonne. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais ton stage et qu'au bout de 10 jours, tu retournes une journée en altitude, tu relances les processus, tu vois. Donc, ils jouent aussi avec ça. Voilà, tu vois, le truc. Et sur le Tour de France, il y a des moments donnés, t'es en altitude. Bien sûr, bien sûr. Sur les arrivées au sommet, tu peux dormir. Pour la chaleur, c'est le même principe, simplement, t'as pas cette fenêtre pendant lequel tu vas pas marcher. Donc là, ça va être tout du long. Les adaptations vont se faire tout du long pendant les 3 semaines. Voilà, ça c'est important. Pour la chaleur, il faut donc prévoir la compétition entre 2 et 21 jours. L'inconvénient, donc l'altitude, c'est la récupération et le stress oxydatif. La chaleur. Non, l'altitude. Et pour l'altitude, les inconvénients, c'est que ça marche pas tout le temps. Voilà. Ok, intéressant. Mais ça me fait penser tu parlais de protocole d'entraînement, avantages, inconvénients. Demain, si une personne nous écoute, décide de lancer un protocole, que ce soit en altitude ou à la chaleur, est-ce qu'elle doit adapter son alimentation? Est-ce qu'elle doit adapter ses intensités? On a beaucoup parlé de zones, mais est-ce que les zones d'entraînement et l'alimentation, en tout cas ta dépense calorique, va être la même sous 35 degrés et va être la même à 2100 mètres d'altitude? Comment gérer ça? Alors tout à fait, c'est très important et c'est aussi ce qui a été la révolution ces dernières années. Je pense que l'équipe qui a le plus travaillé au départ, c'est Ineos et qui a essuyé les plâtres des stages en altitude, parce qu'avec des coureurs qui marchaient sur une période court terme et puis après qui disparaissaient. Aujourd'hui, on voit que la Jumbo a trouvé un bon équilibre. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont amené des choses, des améliorations sur le choix des intensités et de la nutrition. C'est vrai qu'on a entendu parler de ça ce printemps avec les grandes courses, les monuments qui sont arrivés, mais les coureurs de la Jumbo seraient, paraît-il, tout le temps en stage en fait, quand ils ne sont pas en course. Mais ouais, parce qu'ils travaillent sur ces cycles et ils permettent d'augmenter les performances et il y a pas de hasard en fait. Bon, je sais qu'il y aura toujours des haters qui diront oui, mais il y a pas que ça, tu sais, c'est le monde du vélo. Mais aujourd'hui, faut pas se mentir. La science, elle est rentrée dans le monde de l'entraînement. Et là-dessus, Ineos, effectivement, avec la Sky auparavant, a vraiment apporté ça. Voilà, et Jumbo aujourd'hui, ils sont à la pointe de ça et ils individualisent tout. Donc en fait, quand tu vas être en altitude, il va falloir apporter des éléments très riches en antioxydants. D'accord, pour limiter ce stress oxydatif. Mais des éléments naturels. Il faut pas apporter des compléments en antioxydants parce que tu vas empêcher ton corps de s'adapter. D'accord. Donc il faut amener des éléments naturels. Il y en a plein. Il y a toute une liste, que ce soit dans les fruits ou même en passant par l'ail, tu vois, des éléments très riches en antioxydants. Tu vas apporter des glucides parce que en altitude, c'est là où tu vas brûler le plus de glucides. Et tu vas apporter aussi ce qu'on appelle des acides gras essentiels comme les oméga 3 pour toujours limiter le stress oxydatif au niveau des cellules musculaires. Au niveau de la chaleur, il y a un point qui est important, c'est que quand tu t'entraînes en chaleur, tu n'utilises très peu la lipolyse. En tout cas, elle est réduite. D'accord ? Donc en fait, il faut vraiment apporter à ce moment-là des glucides
Et les glucides, quand je dis glucides, c'est pas forcément des féculents. Parce que souvent, on parle de glucides et les gens font toujours le lien avec féculents. Non, les glucides, il y en a dans les légumes et dans les fruits. Donc déjà d'apporter dans les légumes et les fruits et après dans les féculents. Mais dans l'ordre de priorité, c'est légumes, fruits et après féculents. Donc on apporte beaucoup de glucides à ces moments-là. Et en plus, il va falloir faire attention à l'hydratation. Donc une autre riche en bicarbonate. D'accord, c'est essentiel parce que ça améliore l'utilisation de l'eau dans l'organisme. Et puis également, plus la température est élevée, moins l'hydratation doit être sucrée, je crois, ou glucidique en tout cas. Parce qu'il y a un lien avec ça. Ça, c'est pour l'assimilation au niveau intestinal. C'est-à-dire qu'en fait, plus la chaleur elle augmente, plus au niveau de l'intestin, il y a une porosité importante et il est parfois difficile. En tout cas, ton intestin, il fonctionne moins bien parce que ton organisme va concentrer l'énergie vers d'autres choses. Et notamment le contrôle de la température, et donc du coup il assimilera un peu moins bien les grosses quantités de glucides, et donc ça peut donner des troubles digestifs. Mais le point important, c'est aussi de se quantifier la perte d'eau quand on s'entraîne. Donc se peser avant la séance, après la séance, et le compenser à hauteur de 150% de ce qu'on a perdu au niveau hydratation. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie technique, hein, l'entraînement sous la chaleur, je pense qu'il faut un temps peut-être d'adaptation, peut-être différent même que l'altitude, mais est-ce qu'il y a d'autres messages, Loïc, que tu souhaiterais faire passer autour justement de la chaleur, de l'altitude, que faut-il privilégier pour augmenter ses performances? Ça, c'est le titre de l'épisode. Quel autre conseil tu pourrais donner aux auditeurs aujourd'hui sur ça? La gestion de l'intensité. À la chaleur, vaut mieux privilégier toutes les séances de basse intensité et de récupération sous la chaleur, et travailler les intensités élevées dans des conditions où il fait moins chaud. Donc ça, c'est très important. Les adaptations se feront mieux et en plus la charge sera mieux équilibrée. Pour l'altitude, je sais qu'en France on a Fromeux, mais il est quand même plus simple pour les amateurs et dans l'organisation de faire plutôt dormir en altitude et s'entraîner en plaine. Je trouve que c'est moins agressif. Donc ça et quand on fait ça, on peut donc s'entraîner à haute intensité en plaine, alors que si on fait tout en altitude, on va devoir s'entraîner en haute intensité en altitude et là augmenter le risque de burn-out, tu vois. Donc ça, c'est de la fatigue sur le corps, très clairement. Ouais. C'est ça. Et si je devais conseiller, donc je conseillerais tout le monde de travailler sur ces protocoles d'adaptation à la chaleur parce que c'est ce qui est plus facile à mettre en place. Mais aussi se dire que c'est pas le plus efficace, que l'entraînement à altitude est plus efficace, mais évidemment demande une logistique, 3 semaines minimum. Donc ça fait des vacances, hein. 3 semaines minimum et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont partir cet été dans les stations. Et s'organiser à dormir en haut et s'entraîner en bas, c'est aussi une logistique compliquée. Donc voilà. En tout cas, voilà. Si vous êtes professionnel, évidemment, la question se pose pas. Voilà. Se pose pas parce qu'il y aura un meilleur résultat sur l'altitude normalement. Après, il faut toujours compenser. Enfin. Même en termes de logistique, les choses peuvent être prises en compte de manière totalement différente qu'un cycliste amateur. Voilà. Et pour un amateur, la chaleur, c'est vraiment le meilleur. Eh bien, écoute, je te remercie, Loïc. Si tu n'as pas d'autre chose à ajouter, c'était un plaisir de t'avoir une nouvelle fois et d'écouter tes conseils sur comment augmenter ses performances, que ce soit avec la chaleur ou avec l'altitude. Un grand merci à toi et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste et la capsule Parole de coach. Merci.